Allez, salam alaikum à tous et bienvenue dans le podcast de Cadre Invest. Alors aujourd'hui, je suis vraiment très content de recevoir Salah. C'est toujours bizarre les podcasts parce qu'on fait genre salam alaikum Salah, mais on s'est déjà vu depuis déjà 1 heure ou deux. Bon, c'est la magie du podcast, c'est comme ça. Mais en tout cas, je suis vraiment très content de te recevoir et d'inaugurer ces épisodes de podcast avec toi. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir de pouvoir partager avec toi. Eh ben, écoute, c'est parfait. Alors, pour ceux qui savent déjà, donc Cadre Invest, nous on est une agence d'immobilier à Dubaï, mais on n'a pas que cette qualité-là, on sait faire aussi d'autres choses, notamment le flip, mais on y viendra plus tard. Mais c'est pour ça que je voulais justement avoir Salah avec nous aujourd'hui pour pouvoir discuter déjà au sens global de l'immobilier à Dubaï, parce qu'il va avoir sa propre compréhension du marché, il a sa propre expérience, mais je vais peut-être te laisser déjà te présenter et ce sera déjà plus simple. Oui, donc moi je m'appelle Salah, j'ai un parcours qui a essentiellement été réalisé en France, dans le domaine de l'immobilier, de la construction. J'ai une formation de juriste, et ensuite j'ai bifurqué rapidement vers des métiers de marchand de biens. J'ai créé une société de marchand de biens en France, achat-revente, surtout sur des petites surfaces, des plateaux, et aussi une autre société dans ce qu'on appelle ici le short term, donc la location courte durée Airbnb, où on faisait une espèce de clé en main, recherche du bien, donc chasse immobilière, rénovation, ameublement et ensuite sous-location. Donc c'était une société sous-location courte durée. Là, je suis à Dubaï depuis peut-être une petite année et très actif sur le marché, ce qu'on appelle du ready property, donc des appartements, comment on pourrait appeler ça, par rapport à la France, qui sont déjà construits, donc qui sont déjà disponibles. Et même si j'ai beaucoup d'expérience sur Dubaï, parce que ça fait 10 ans que je suis le marché, ça fait une petite dizaine d'années que je fais des allers-retours, mais là je suis vraiment, depuis une petite année ici à Dubaï, extrêmement actif sur le marché immobilier. D'accord, ben justement, j'allais te poser la question. Donc, tu as une grosse expérience sur l'immobilier en France. Pourquoi tu as bifurqué sur Dubaï? Ouais. Et c'est quoi déjà les gros changements que tu as vus par rapport à Dubaï? Alors, pourquoi j'ai bifurqué? Pas que par rapport à l'immobilier, parce que c'est quand même une expatriation. Moi, je suis marié, je suis papa de 4 enfants, donc c'est pas qu'un choix qui est purement guidé par des objectifs professionnels propres à l'immobilier, c'est aussi un choix de famille. Donc Dubaï, c'est extrêmement important. C'est une ville qui est, tout le monde le dit, hein, et c'est vrai qu'on peut le ressentir quand on est ici. C'est safe, c'est hyper agréable pour les enfants, c'est hyper agréable pour madame. Il y a du soleil 365 jours par an, même s'il y a eu des petites inondations il y a quelques semaines. Mais ce qui est bien, c'est que tu as le meilleur des deux mondes, parce que aussi, tu as un marché immobilier qui est extrêmement dynamique, vigoureux, surtout depuis la fin du Covid. Pourquoi? Parce qu'au Dubaï, on a vu que depuis le Covid, c'est vraiment un des pays, c'est un émirat, du moins une des localités qui a extrêmement bien géré le Covid. Et donc, il y a eu un afflux massif de population. Et donc, forcément, ils viennent ici et ils viennent avec leur argent et donc, ils investissent. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je suis venu ici. À la fois, d'un point de vue, c'est un choix personnel, mais aussi parce que par rapport à l'immobilier en France, ici, l'immobilier est extrêmement dynamique. Et parallèlement à ça, c'est vrai qu'en France, depuis le Covid aussi, on a une hausse des taux qui est très importante, ce qui fait que le marché français est très lié aux banques. C'est-à-dire que quand les banques vont mal, tous un petit peu, donc avec des taux qui sont assez élevés, tout de suite l'immobilier dégringole un peu, et ça, voilà, on peut le voir. Et c'est pas prêt de, je ne vais pas dire que c'est pas prêt de changer, mais on ne voit pas tout de suite un horizon positif par rapport à un relancement du marché de l'immobilier en France. En France, ça va être contrairement à la France, Dubaï, c'est vraiment un cash market buyer. Donc, ça va être un marché d'acheteurs en cash. Ce qu'on appelle le mortgage à Dubaï, donc ou le prêt, comme on va dire en France, tout simplement, ça a quoi? Peut-être 20-25% du marché de l'immobilier à Dubaï. Donc, ça reste quand même très peu. Là où en France, j'aurais pas les stats, mais on peut dire 90, peut-être 80% au moins 90%. Et tout de suite, dès qu'il y a un ralentissement des prêts, clairement, dès que les banques elles serrent le robinet, on voit tout de suite que, étant donné que beaucoup de personnes empruntent, tout le secteur de la promotion et de la construction a pris un gros frein, un gros stop en France déjà, fin 2022, avec la guerre, etc. Mais 2023, vraiment, là, on a atteint des plafonds. On a vu des fois, mois après mois, des taux augmenter en France.
Et en fait, on se rend compte que l'état de progression, l'état de croissance du marché de l'immobilier en France est totalement corrélé avec les taux, contrairement à Dubaï, où, comme j'ai dit, c'est un marché de cash. Et c'est là où c'est intéressant. Alors, tu as eu le nez creux parce que tu es vraiment arrivé au bon moment pour resituer à peu près. Dubaï a eu l'obtention de l'Expo 2020 en 2015. À ce moment-là, le Cheikh Al Maktoum, donc le roi de Dubaï, en termes de permis de construction, il a ouvert les vannes. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'avant, il faisait quand même attention à ce que les prix, enfin, du moins entre les permis et la demande, soient à peu près équilibrés pour maintenir un certain, un certain prix et que pour pas qu'il y ait une offre trop grande. Mais clairement, il voulait qu'à l'Expo 2020, il voulait que les visiteurs de l'Expo voient Dubaï, tombent amoureux de Dubaï et se disent il faut que j'investisse. Et s'il faut investir, il faut des biens pour ça. Ouais. Donc clairement, ils ont ouvert la chose auquel ils n'ont pas pensé, c'est le Covid. Tout à fait. Parce que malheureusement, le Covid est arrivé. Mais par contre, là où ça a été une force pour eux, c'est que déjà, ils l'ont super bien géré. Et de deux, en septembre 2020, je crois que Dubaï, il y avait que 2 pays, je crois, il y avait Chypre aussi, mais je crois que c'était le seul pays, Dubaï, qui était ouvert au tourisme. Donc, tu as énormément de personnes qui sont venues, en sachant que l'expo a été repoussée à octobre 2021, et beaucoup de personnes qui sont venues ont découvert Dubaï, même des gens qui disaient « Ah, moi, Dubaï, c'est fake, artificiel, je ne viendrai jamais ». Ils sont venus et ils ont acheté. Et là, nous, en tant qu'agence, on a commencé à voir vraiment les prix et se sont, on va dire, ouais, pas effondrés, mais on a eu un plafond bas, on a eu vraiment un bottom à l'été 2020. Et tout de suite, déjà fin d'année 2020, on a commencé à voir que ça se repris. Et on est arrivé 2021 où il y a eu beaucoup d'investisseurs qui sont venus, beaucoup d'influenceurs, et tout de suite, il y a une hype autour de Dubaï et les prix, ils ont augmenté à ce moment-là. Donc, est-ce que toi, à ce moment-là, déjà, alors, le projet, tu as eu le temps de le mûrir, est-ce que toi, déjà, à ce moment-là, tu t'es dit, tiens, il faut que j'investisse, déjà, tout simplement, avant même de te poser la question de la hijra, ou bien ça a été après. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on t'entend parler, on a vraiment l'impression, bon, tu vends bien Dubaï, mais en même temps, c'est pas de la vente parce que c'est du concret, c'est du factuel. Forcément, toi, tu as des gens autour de toi qui ont acheté, ou toi, personnellement, je sais pas. Parce que vraiment, tout ce que tu me dis, c'est hyper intéressant versus la France où ils sont un peu en mode, ils peuvent pas obtenir de prêt. Le marché français, c'est pas un marché de cash, tu le sais, tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des raisons pour lesquelles, hormis ce que tu viens de dire, les gens achètent à Dubaï, et qu'est-ce qui fait que aussi ils devraient être plus nombreux à acheter à Dubaï? Alors là, pour y répondre, c'est assez vaste. Il y a tellement de facteurs en fait, si tu veux, qui rentrent. Bon, le plus classique, celui qui va revenir, forcément, tu vas avoir la fiscalité qui va revenir parce que à Dubaï, tu n'as pas d'impôt sur le revenu et le foncier n'est pas taxé. Donc concrètement, t'as pas de taxe foncière, quoi. T'as pas de taxe foncière, donc du coup, ce que tu gagnes en gestion, alors que ce soit de la location longue durée ou courte durée, ce que tu gagnes, tu vas pas en payer, tu vas pas le rentrer dans tes impôts sur le revenu et tu vas payer dessus, ou ton bien, tu vas payer des impôts dessus. Tu l'as pas ça. Alors tu as un équivalent, je crois, de taxe d'habitation, mais qui est à la charge du locataire. Donc toi, si tu es propriétaire, tu achètes pour mettre en location, tu n'as même pas à payer cette taxe. La seule chose qu'un propriétaire paye à Dubaï, c'est ce qu'on appelle le service charge. En fait, c'est les charges de copro. C'est normal. Il va y avoir des personnes qui vont faire le nettoyage, qui vont vider, enfin, toutes ces choses-là. Donc voilà. Et ça reste quand même très minime. Hein. On parle sur du neuf, on va être aux alentours entre 150 et 150, même 170 € par mois. Et quand tu compares excuse-moi, je t'ai coupé. Quand tu compares en plus à ce que comprennent les charges sur un. Moi, je sais parce qu'en tant que marchand, j'en ai acheté pas mal d'appartements, j'en ai revendu pas mal. Et parfois, on avait des charges de copro qui étaient de, je sais pas, 50 € sur un T2, voire jusqu'à 100 ou 150 €. Ça dépend un petit peu du syndic, est-ce qu'il gère bien ou pas. Et en fait, tu as quoi en France? Tu as l'eau froide, ordures ménagères, et il te nettoie un petit peu les parties communes, il te met un petit coup de balai et il passe deux fois par semaine et encore. Alors qu'à Dubaï, n'importe quel building, tu as la piscine, en termes de facilities, en termes les amenities, ouais. Voilà, amenities, ouais. Tu as la piscine, tu m'arrêtes si je me trompe, piscine,
salle de sport. Parfois, tu as au premier ou au dernier étage une espèce de lounge avec machine à café ou tu as un espace coworking. Tu as un gardien qui est là H24, c'est-à-dire qui contrôle toutes les entrées, toutes les sorties. Tu as une espèce de ce qu'on appelle un kids area. Les enfants, ils viennent, ils jouent, ils rentrent de l'école. Tu as vraiment plein de choses qui font que je trouve que c'est vraiment, je ne vais pas te dire pas cher, mais pour le prix que tu payes, ce qu'il t'apporte, mais c'est Ah, juste bien génial. sûr, c'est quoi. la grande force. C'est les amenities. Alors, il faut le savoir encore plus depuis ces dernières années, il y a une véritable concurrence en termes d'amenities auprès des les promoteurs. On les voit faire. Là, tu as vraiment cité, aujourd'hui, pour moi, c'est La base. la base. Le minimum, ouais, le tout à minimum. fait, ouais. Aujourd'hui, on voit des cinémas. Ouais. On voit des saunas, enfin des saunas, du coup, ce qu'ils appellent steam et sauna. On va avoir des terrains de sport, que ce soit des terrains de basket, des terrains de tennis. On va avoir dans certaines résidences des pistes de course autour Oui, de la résidence. Tout Mais à fait. ça va très loin. On a vu des fours à pizza avec, par exemple, Leo's Development. Enfin, Tout à fait. mais plein de choses. Et on a eu des studios de podcast. Parce que j'ai Ouais. parlé effectivement de building, mais si on parle de townhouse, ce qui correspond à une maison en France, des maisons dans une communauté, tu as raison, tu as des maisons, tu as ce qu'ils appellent des clusters, des communautés où tu as des lagons, tu l'as dit, des pistes de karting pour les enfants, carrément une espèce de petit parc aquatique, et tout ça compris dans les charges. Ouais, bien C'est-à-dire sûr. que tu as une espèce de resort. camping. Pour moi, voilà, j'appelle ça un resort. tout à Pour fait, moi, ouais, en fait, ouais. c'est pour ça que c'est très, très apprécié des investisseurs. Parce que tu sois de la location longue durée ou de la location courte durée, c'est comme si, quelque part, tu avais investi dans une chambre d'hôtel. Ouais, ouais. Parce que pour un résident, un voyageur, quand il va venir, et on le voit notamment, je pense au projet, par exemple, The Central Downtown, du promoteur Aqua Properties, leur dernier projet, c'est un resort. Ouais. Mais vraiment, il y a tout. Tout à fait, ouais. Tout est fait pour que j'allais dire le vacancier, quand il va faire sa location courte durée, limite, il n'a pas besoin de sortir de la résidence. Il a tout sur place. Toutes ces prestations, toutes ces amenities, tout ça sont déjà inclus dans les charges. Donc, c'est très apprécié des voyageurs et aussi des investisseurs parce qu'ils savent qu'ils peuvent louer plus facilement le bien. Donc, c'est pour ça qu'on voit cette concurrence aujourd'hui entre promoteurs pour le même prix ou pour pas beaucoup plus, proposer un maximum de prestations. C'est vraiment hyper intéressant ce que tu dis parce que en plus quand on compare Dubaï à d'autres mégalopoles, parce que un investisseur il se dit quoi? J'investis où? À Paris, à Bordeaux, à Londres, à Singapour. Et quand tu compares toutes ces mégalopoles, tu regardes le prix au mètre carré, tu regardes les amenities, donc toutes les facilités du building ou de la communauté, tu te dis que vraiment Dubaï, après tu vas peut-être me donner d'autres arguments, tu dis que vraiment Dubaï, j'ai presque envie de dire que le prix au mètre carré est bas. Non, mais il est bas. Alors déjà, factuellement, il est bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir un prix. Alors, c'est toujours pareil. Hein, tu vas avoir je vais te dire que le prix actuellement, il est à peu près à $5 000 du mètre carré. Alors bien sûr, si tu vas prendre un penthouse à downtown ou sur la Palme, tu vas être aux alentours des 10 000 comme dans les grandes villes, mais parce que ça va être des biens d'exception. Et de la même manière, j'ai envie de te dire, si tu vas dans des quartiers, des quartiers pas forcément avec toute la hype, ce qu'on appelle en dehors des prime locations, tu vas avoir aux alentours des 2500, 3000 dollars du mètre carré. Mais la moyenne, et tout le monde s'accorde à dire là-dessus, et on peut voir toutes les stats sur le site du Dubai Land Department, tu vas avoir à peu près 5 000 € du mètre carré. À titre de comparaison, tu parles des grandes mégalopoles, tu vas avoir Paris, tu vas avoir Londres, tu vas avoir New York, etc., Singapour, tu es entre 10 et 12 000. Ouais. Malgré la crise de l'IMO, malgré la hausse des taux et les emprunts qui, comme on disait tout à l'heure, qui sont de moins en moins faciles à avoir, et donc mécaniquement, tu as une baisse des prix, on est encore sur du 10 000 € minimum le mètre carré sur Paris. D'autant qu'à Dubaï, il y a un truc qui est formidable chez eux, c'est le plan de paiement. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement est peu connu en France, le plan de paiement. Tu as en France un équivalent, mais pas d'un point de vue facilité de paiement, mais d'un point de vue structure de l'opération. C'est un peu l'équivalent de la VFA, la vente à l'état futur d'achèvement, c'est-à-dire que tu achètes sur plan. Donc à Dubaï, tu peux acheter sur plan et tu vas commencer à payer dès la signature. Tu vas donner, tu m'arrêtes si je me trompe, un équivalent de déposit et ensuite tu vas avoir un plan de paiement. Et ça, c'est vraiment formidable parce que c'est un plan de paiement qui est directement mis en place, concocté en quelque sorte par le promoteur, le développeur, donc sans passer par de la banque, sans passer par un concours bancaire ou par un établissement bancaire qui va te mettre des intérêts, qui va te mettre de l'assurance, qui va te mettre un tas de trucs.
Et tout ça, à Dubaï, c'est hyper intéressant que ce soit pour des membres de la communauté ou hors communauté. Est-ce que toi, ça, tu l'as vraiment vécu, cet afflux de personnes qui veulent, hein, j'en perds mon français, investir compte tenu de aussi cette facilité d'entrer dans une OP. On m'a toujours dit à Dubaï, tu peux acheter un appartement en 24 heures. Alors, 24 heures, peut-être pas, mais c'est très rapide, sur du marché secondaire. En 15 jours, c'est tout à fait faisable, mais c'est vrai que tu peux pas parler de l'immobilier à Dubaï sans parler du plan de paiement. Et tu vois cette facilité, alors déjà, tu vas avoir c'est très simple, il suffit d'un passeport, et d'un numéro de téléphone et d'une adresse mail. Et bien sûr, du cash. Du cash pour faire ce qu'on appelle le down payment, donc entre 10 et 20% selon les promoteurs. Quand on dit cash, c'est pas forcément du cash. Du cash, non, mais ce qu'il va falloir, un virement, bien sûr. Oui. Mais l'idée, c'est que à Dubaï, les seules taxes que tu vas avoir sur l'immobilier, ça va être à l'achat. Tu vas avoir 4%. C'est les frais du Dubai Land Department. C'est l'équivalent En fait, le Dubai Land Department à Dubaï, très, très rapidement, ça va être un petit peu comme un mix entre un office notarial et le service cadastre d'une mairie, où ils vont avoir toutes les unités, tous les biens en registre, et tu ne peux pas faire de transactions sans eux. Oui, sécurité d'opération. Tu es obligé, toute opération doit passer par eux, sinon elle n'est pas légale. Donc ça se paye, ça a un prix, c'est 4%. Une fois que tu as payé ça, tu n'as rien d'autre à payer. Donc bien sûr, il va falloir rembourser le promoteur, mais la force du plan de paiement, elle va même au-delà, c'est qu'il y a beaucoup de promoteurs. Alors, on l'a vu surtout pendant les années 2020, 2021, 2022. On en a encore en 2024, mais ça va être ce qu'on appelle le plan de paiement en post-handover. Après réception. Ouais. Après réception. Et là où c'est intéressant, c'est que en post-handover, tu vas avoir finalement, tu vas jamais mobiliser la totalité de tes capitaux. Je vais te schématiser ça. Tu as acheté un studio à 150 000 euros. Finalement, tu vas le réceptionner, tu vas le mettre en location, short terme ou long terme, même si moi je préconise du short terme parce que c'est la rentabilité plus intéressante. Finalement, tu ne vas jamais mobiliser les 150 000 euros au final. Tu vas être plus aux alentours des 130, 125 même. Donc mine de rien, ça fait quand même une capacité de paiement qui est plus intéressante. C'est-à-dire que une personne qui à la base partait sur 150 000, peut-être qu'elle peut regarder un bien à 170 parce que de toute façon, elle va pouvoir rentabiliser avec les loyers. Tout à fait, ouais. Et tout ça, ça va être, c'est sans, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de frais en plus, il n'y a pas de fees, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas, tous ces aspects-là n'existent pas. Donc c'est vraiment, je pense, une des plus grosses forces, une plus grande force de l'immobilier à Dubaï. Et donc tu as cette possibilité de rembourser le bien, donc en post-handover, donc après la livraison. Et encore une fois, je le rappelle, tout ça, il suffit juste de ton passeport, un numéro de téléphone, et une adresse mail. Et j'ajoute encore un dernier point, il faut savoir que Dubaï est passé dans le top 5 des villes les moins à risque dans l'investissement immobilier. Oui, alors ça c'est hyper intéressant, tu parles de l'immobilier, mais moi avant de venir à Dubaï, j'ai regardé le top 5, le top 10 des villes où il fait bon vivre, et Dubaï, au-delà du top 5, est numéro 2, et ça se tâtait où il fait bon vivre, et ils utilisent plusieurs indicateurs, sécurité, la monnaie, les hôpitaux, c'est-à-dire comment les hôpitaux sont la qualité, toutes les infrastructures. Tout en fait. Vraiment, ils regardent plein d'indicateurs et ça se tâtait avec Sydney, en Australie. Tu vois, donc à la fois, tu as un marché immobilier qui est, on peut le dire, sous-coté, voilà, avec une facilité de propriété, d'accession à la propriété qui est très forte, et en plus, une ville qui est vraiment en devenir. Et toute cette zone-là, Middle East, Asie, Moyen-Orient, Asie, est une zone géographique que beaucoup appellent, et ça ne vient pas de moi, c'est des articles du New York Times qui le dit, est considérée comme étant le nouveau monde. C'est-à-dire une zone qui va fortement croître les prochaines années, contrairement en fait à, c'est bête à dire, à la vieille Europe. Donc franchement, pour un investisseur, venir ici, c'est hyper important. D'autant que, je rajoute, l'AED, qui est la monnaie locale, le dirham, est accolé au dollar. Donc tu n'as même pas de danger, de peur par rapport à ta monnaie. Beaucoup ont investi en Turquie, et on a vu la lire turque dégringoler, se casser la gueule, et beaucoup d'investisseurs, donc, par la même occasion, sont en train de subir des pertes sur leurs investissements locatifs. À Dubaï, c'est pas possible. C'est le dollar. Et on sait que si le dollar s'écroule, excuse-moi, c'est presque le monde qui s'écroule. C'est exactement ça. Mais j'ai envie de rajouter un point. Si on bascule
on va dire un peu sur de la macroéconomie, même si on n'est pas économiste, le monde change, il y a tout un nouveau paradigme, le monde bascule à l'Est. Ouais. Quand je dis qu'il bascule à l'Est, c'est la Chine et l'Inde. Et le premier port, et là pour le coup port historique de commerce entre l'Inde et le Moyen-Orient, ça a toujours été Dubaï. On a l'un des plus grands aéroports du monde dans DXB. Aujourd'hui, et là depuis très peu, il y a quelques semaines, on a eu une annonce. Ouais. Le nouvel aéroport Al Maktoum est prévu pour être le plus grand du monde, Tout à fait. qui est juste à côté du port de Jebel Ali, qui est déjà le plus grand port du Moyen-Orient. Donc tu vois, tu as tous ces faisceaux-là comme ça qui convergent vers Dubaï et vers le Middle East en général. Et ouais, c'est vrai que c'est triste à dire. C'est que aujourd'hui, il y a une vieille Europe. T'as même les États-Unis. On sait qu'ils sont sous perfusion parce que c'est eux qui ont le dollar, donc ils peuvent se permettre. Mais en soi, l'économie, elle est pas florissante. Et moi, il y a un marqueur très simple. Je crois que c'était en 2018. C'est là où je me suis dit, tiens, il y a vraiment quelque chose à Dubaï qui se développe. Ça a été Warren Buffett, qui a installé, qui a ouvert des bureaux de Berkshire Hathaway à Dubaï. Je pense que on va être d'accord pour dire que c'est le meilleur investisseur au monde. Et si le meilleur investisseur au monde se dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe à Dubaï, c'est intéressant d'investir à Dubaï, des fois, il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Faut mieux suivre les meilleurs. Si les meilleurs y vont, il faut peut-être se dire qu'il y a quelque chose à faire là. Et en plus, les promoteurs, sauf erreur, j'ai appris ça dernièrement, vous pouvez les régler les 10%, le down payment et même le prix de votre future maison ou de votre futur appartement en cash. Quand je dis en cash, c'est en monnaie trébuchante, par virement, et même ce qu'on appelle en cryptocurrency, en crypto-monnaie. Les promoteurs adorent la crypto. En fait, c'est pas qu'ils adorent la crypto. Ils sont tellement facilitateurs dans votre accession à la propriété, à l'investissement locatif, qu'ils vont vous dire tu peux payer un petit peu comme tu veux. Ils acceptent les BTC. Donc, si tu as de la crypto-monnaie, tu peux aussi payer en crypto-monnaie. C'est ça qui est génial. Alors qu'en France, aujourd'hui, si tu vas retirer 50 €, on va te demander pourquoi tu les retires. Bien évidemment, si tu vas au guichet. Pourquoi tu les retires? Dans quelles conditions? À quelle fin? Ici, c'est génial parce qu'on ne va jamais te demander ça. On ne va pas te dire d'où vient ton argent. Bien évidemment, il faut un minimum en termes pour traquer les transactions. Traçabilité, bien sûr. On n'est pas là pour dire que... Il y a quand même des politiques, parce que même si à ce niveau-là, Dubaï, il y a une certaine réputation un peu sulfureuse, il y a une réelle politique derrière de traque du blanchiment d'argent. On est d'accord. Mais ils connaissent les profils, ils savent qui fait quoi avec son argent, et très souvent, quand ils vont avoir un profil d'entrepreneur, un profil ou même d'expatrié, tout simplement de salarié, et qui va retirer certaines sommes, ils vont pas lui poser la question. Ou alors, ça va être vraiment des montants vraiment énormes. Et je te parle de centaines de milliers d'euros. Je te parle pas de 1500 € où déjà on va commencer à te poser la question. Alors peut-être que tu veux juste partir en vacances avec, mais bon, on va pas partir sur le sujet des banques en France. Là, on va y passer des heures. C'est un vrai cauchemar. Donc, mais tout cet environnement-là, tout ça fait que Dubaï aujourd'hui a réussi à concentrer tous les feux verts pour un investissement rentable, un investissement vraiment pertinent. Et c'est aussi, pour moi, je dis souvent, investir à Dubaï, c'est un peu comme investir à Paris dans les années 90. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est en devenir. Il y a déjà beaucoup de choses, mais c'est en devenir. Tu vois, c'est un pays en devenir. C'est tout un pays, une ville, tout un écosystème qui est en devenir. Et en ça, pour moi, c'est pertinent parce que tu embarques Là, investir maintenant à Dubaï, t'es pas dans le dernier wagon. T'es vraiment encore dans le premier, d'aller dans le deuxième. Tu peux encore profiter de prix attractifs. Et tu l'as rappelé juste tout à l'heure, le fait que le dirham soit indexé au dollar, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que ton bien ne va pas se dévaluer à une vitesse folle, comme tu l'as expliqué par exemple pour la lire turque. Ça a été le cas. Et puis, il y a aussi un dernier point. J'allais dire, c'est le dernier argument que je donne moi à mes clients. Quand ils me posent la question de la pertinence d'investissement immobilier à Dubaï, c'est que quand tu achètes dans une belle résidence, admettons même, il y a moins de vacanciers, il y a moins de touristes, ton rendement locatif, vraiment on noircit le tableau le plus possible, il est plus aussi intéressant. Tu vois, ça n'empêche pas qu'à la fin, si tu veux y aller,
tu as un appartement ou tu as une maison dans une super communauté avec plein de prestations. Tu peux passer de très bons moments. Tu peux passer. C'est vraiment les infrastructures. Elles sont faites, elles sont construites. Elles vont pas disparaître. Donc tu vas pouvoir en profiter. Donc c'est pour ça que je veux dire, c'est vraiment le risque est limité. J'ai envie de dire sur tous les. Et je vais même aller plus loin que ça. Quand tu compares le marché locatif français au marché locatif de Dubaï. Ah ouais, quand tu compares les législations à Dubaï et en France. Beaucoup me disent, oui, mais à Dubaï, en France, effectivement, c'est une législation qui est pro-locataire. C'est-à-dire qu'il y a un tas de mesures qui profitent aux locataires. Et c'est pas le bon terme, profite. Certains locataires peuvent en abuser. Et ça, on le voit en France, des phénomènes de squattage, comme ça qu'on dit, des loyers non payés, des trêves hivernales, un tas de trucs qui fait qu'on peut se poser la question aujourd'hui. Tu sais que moi je fais de la sous-location et c'est les arguments que je mets en avant, que j'ai mis en avant vis-à-vis des propriétaires pour leur dire, écoutez, sous-louez-moi l'appartement, moi ensuite, louez-moi l'appartement plutôt, pardon, moi je le sous-loue en Airbnb, en short terme, et vous avez un bail spécifique dérogatoire qui ne contient pas toutes les dispositions légales avantageuses que peut contenir un bail classique en France. Et à Dubaï, quand on compare cela, on a un marché qui ne profite pas spécialement aux propriétaires ou aux locataires, qui est un marché juste entre parenthèses. C'est-à-dire que tu vas avoir une législation qui te dit que toi, en tant que locataire, si tu ne payes pas ton loyer, ça va beaucoup plus vite qu'en France, en termes non pas d'expulsion, mais en termes de résolution du conflit et ensuite d'expulsion, premièrement. Deuxièmement, à Dubaï, les loyers, on les paye annuellement, c'est-à-dire un chèque, 2 chèques, 3 ou 4 chèques, alors qu'en France, c'est payé mensuellement. C'est-à-dire qu'un investisseur, quelqu'un qui vient de réceptionner, comme tu l'as dit tout à l'heure, son appartement neuf, il est possible que quand il signe son bail en France, il perçoit tout de suite une année de loyer. C'est la grande force. Mais alors, je vais peut-être même rentrer un peu plus dans le détail. Pour moi, les lois sont plus tournées quand même vers le propriétaire, mais il y a quand même des garde-fous pour contrebalancer ça, pour que quand même les locataires prennent leur propre droit. Est-ce que tu crois que c'est les lois qui sont tournées vers le propriétaire ou est-ce que tu crois que c'est parce que le marché est tellement dynamique, vigoureux, que le propriétaire est effectivement peut-être un peu plus en situation de… Non, parce que même quand le marché était plus calme, les lois, elles ont toujours eu la réputation, et c'est vrai, alors il y a la réputation que celui qui ne paye pas son loyer, expulsion, peut-être emprisonnement, Ouais. il ne peut pas quitter le pays sans avoir payé son loyer. Alors aujourd'hui, c'est plus aussi vrai, c'est-à-dire que ça a été dépénalisé, il faut le savoir, mais c'est pas parce que ça a été dépénalisé que c'est quelque chose qui est pas grave, qui est quand même pris très au sérieux par les autorités. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des grosses amendes. Il pourra pas rester dans le bien. Il y aura une expulsion, ça c'est sûr. Il va se faire expulser, il va perdre le logement, donc on pourra mettre quelqu'un à l'intérieur, donc on pourra tout de suite repartir sur les rentes locatives, ça c'est clair. Après, sur ce qui va se passer pour l'ancien locataire, ça dépend des cas. À ce niveau-là, ils ont mis un petit peu d'eau dans leur vin, on va dire ça comme ça. Ils sont un peu plus, peut-être pas indulgents, ce serait pas le mot, mais ils sont un peu moins durs là-dessus. Ouais. Mais la mentalité n'a pas changé. Oui, parce qu'on partait de tellement loin. Ouais, la mentalité n'a pas changé, donc les gens ils savent que si jamais ils s'engagent dans un loyer, ils ont intérêt à le payer parce que derrière il y a toutes des conséquences. Il y a des conséquences sur leur travail, des conséquences sur leur. Il y en a pour certains, oui, ça peut quand même se finir en garde à vue ou autre, parce que faut dire ce qui est. Des fois, ils peuvent tomber sur des personnes, voilà, ils savent pas qui est le propriétaire. Il suffit que voilà, ils sachent actionner certains leviers. Ça peut être très compliqué pour eux. Donc c'est pour ça que ils vont pas s'amuser à faire ça. Et là-dessus, alors, on parle même pas de squat. Je crois que ça n'existe pas. T'as déjà essayé d'expliquer à quelqu'un du Moyen-Orient le squat. Ouais. Mais je te jure, j'en ai parlé à un ami, c'était un Libanais. Je lui ai expliqué le concept de squat, qu'il suffit que tu rentres dans un appart, tu prends en photo, que tu aies des factures DF ou quoi, de 48 heures ou 72 heures, quelque chose comme ça, et t'es chez toi. Ouais. Oh, mais la tête, c'est limite s'il cherche les caméras, c'est un prank. Il y a une notion de propriété privée qui est très très forte ici. Ouais. Et c'est ça. Mais vraiment, alors le squat, ici, c'est impossible de l'imaginer. Le seul,
on va dire risque, parce qu'il y a quand même un risque, on ne peut pas dire que ce soit tout blanc, tout noir. Le seul risque, ce serait peut-être que l'appartement soit abîmé. Parce que même s'il y a des cautions, bon, tu peux, des fois, le prix de la caution ne va peut-être pas forcément couvrir le prix des réparations, même si faut savoir que retaper un appart, un studio de 40 mètres carrés, refaire toute la peinture, reboucher les trous et mettre un coup de nettoyage, t'en as pour moins de 1000 dirhams. Hein. Ouais, T'es à 250 euros. Hein. Oui, tout à fait. Là où en France, enfin bon, bref. Mais ça reste quand même très peu cher. Mais malgré ça, tu vas avoir quand même des petits risques. Parce que tout investissement, bah, y a quand même une partie risque, il faut le savoir. Mais c'est ça qui aussi, c'est la force de Dubaï, c'est la force de l'investissement à Dubaï, c'est que les risques sont tellement minimes que ça reste tellement intéressant d'investir que pour moi, c'est vraiment peanut par rapport à ce que tu vas avoir en France. Pour moi, en France, faut savoir qu'en France, avant, j'avais une activité donc, on travaillait avec les agences immobilières, de conciergerie pour les agences immobilières. Et ça allait, par exemple, donc, on faisait des états des lieux pour les agences immobilières. Mais je te jure, j'ai vu des propriétaires en larmes en récupérant leur appartement. J'ai vu des... Mais je me souviens d'une fois, c'était moi qui devais le faire. Enfin bref, j'ai dû remplacer au dernier moment. J'y suis allé, puis j'arrive, je vois les locataires, le propriétaire, chacun avec son huissier. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? Enfin, à la base, c'était juste un état. Et puis tu vois, pourquoi? Parce que pour le propriétaire, c'était l'investissement d'une vie. Mais tout à fait, c'est sa retraite, c'est exactement. Tout à fait, oui. Alors que, et c'est la même chose à Dubaï, c'est que ça va être l'investissement d'une vie, mais les risques sont quand même bien moins. Donc du coup, en tant qu'investisseur, pour moi, vraiment, tous les feux sont ouverts ici. C'est pour ça que c'est vraiment le dernier point, moi, que je donne moi, aux investisseurs quand ils ont encore un petit doute. Ok, d'accord. C'est vraiment hyper intéressant ce que tu dis. Moi, je voulais te parler aussi d'un autre phénomène que j'ai analysé et que j'ai constaté en venant ici, parce que quand tu arrives à Dubaï, ensuite, tu te crées un réseau. Et j'ai remarqué qu'il y avait énormément de Français à Dubaï, énormément de personnes qui viennent parce qu'ils sont une espèce de fuite de cerveau, voilà, on va dire les mots, Français, quelques Belges, mais plutôt beaucoup de Français, de la communauté notamment, qui ont un certain niveau d'études assez poussé, ou des entrepreneurs qui se sentent pas, je ne vais pas te dire, qui se sentent peut-être plus à l'aise, que ce soit en termes de valeur sociétale, en termes d'économie, en termes d'un certain nombre d'aspects. D'opportunités aussi. D'opportunités aussi, tout à fait. C'est un petit peu mon cas, d'opportunités, et qui ont décidé de venir à Dubaï. Toi, dans le cadre de ton activité d'agence France, mais surtout Dubaï, est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment ressenti? Moi, je l'ai ressenti un petit peu à travers mon réseau. Mais moi, à travers l'activité, quoique, je t'en parlais peut-être un petit peu après, à travers une activité de ce qu'on appelle de flip ici, d'achat-revente, donc des gens qui me contactaient. Mais est-ce que toi, tu l'as ressenti aussi à travers cette activité d'agence? Alors, je vais même... l'analyse, elle est très bonne, c'est le même constat. Et je peux même te donner un autre contexte, c'est que j'ai remarqué, dans les années 2017, 18, 19, les clients qui me contactaient, franchement, en proportion, j'avais du 80 pour de l'investissement et 20 pour une expatriation. D'accord. J'ai vu vraiment le curseur passer de l'autre côté. Et franchement, je pense que ne pas me tromper en disant qu'on est vraiment sur l'inverse total. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui investissent, c'est 80%, ça va être pour de l'expatriation à moyen long terme. Tout à fait, ouais. En devenir. Voilà, mais voire même quand même pas mal à court terme. Hein. Il y en a beaucoup qui attendent la réception de leurs biens pour habiter. Et on va être sur 20 ou 30% sur de la loc pure, mais de l'investissement pur. Mais ça, tu peux pas le décorréler de ce que tu viens de dire. Bien sûr, il y a une fuite des cerveaux. On sait qu'aujourd'hui, alors je suis également entrepreneur en France. En France, on ne peut pas se le cacher, faut parler clairement. Il y a un plafond de verre. Il y a un plafond de verre en termes d'opportunités, notamment dans certaines affaires. En fait, c'est comme si tu veux, en France, on va dire, l'enfant d'immigrés, que ce soit maghrébin ou Afrique noire, ou surtout maghrébin et Afrique noire quand même, on va pas se mentir,
tu vas être catégorisé quand même. C'est-à-dire qu'il y a certains secteurs d'activité, si tu y es, il n'y a pas de souci, on va travailler avec toi, on va te faire travailler, mais ça va être, faut reconnaître, souvent des secteurs d'activité à faible valeur ajoutée. On va parler de quoi? On va parler du transport, on va parler du BTP, on va parler du nettoyage, on va parler de chauffeur de taxi, on va parler… Ça, il n'y a pas de souci, on prend, ils acceptent. Alors vraiment, la seule exception, c'est les développeurs, parce qu'ils sont tellement j'ai dit en manque, il en manque tellement qu'ils prennent, ils vont même les chercher au bled pour les faire Oui, quand venir. tu parles de développeurs, tu parles développeurs des… web, les codeurs, Tout à fait, etc. voilà. Mais c'est vraiment la seule exception. Mm. Sinon, il y a un plafond de verre. Je ne dis pas qu'à Dubaï, tu n'as pas de plafond de verre. À Dubaï également, tu as un plafond de verre, mais il est tellement haut Oui. que tu as le temps de voir venir avant de le toucher. C'est-à-dire qu'on va être peut-être sur des marchés étatiques, où tu vas être peut-être, je sais pas, sur des secteurs où on va toucher à de l'infrastructure, on va toucher à Un monopole vraiment, public, voilà, tout à fait, exactement, ouais. peut-être. Mais sinon, toi en tant qu'entrepreneur, t'as pas j'irais pas jusqu'à dire sky is the limit, mais presque quoi. Et puis aussi, il y a un autre point qui permet ça à Dubaï, c'est que du fait qu'on n'est pas si nombreux en tant que Français, j'ai remarqué que tu peux plus facilement connecter avec d'autres Français qui ont des fois des super postes ou des super jobs ou des super entreprises parce que voilà, il y a la proximité. Ah, tu viens de France aussi, parce que mine de rien, on a aussi une identité Tout française. à fait. Et tu vas l'avoir ça, tu vas le sentir. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est aussi une des forces de Dubaï, c'est que quand tu viens en tant qu'entrepreneur, tu vas pouvoir connecter et tu vas pouvoir justement avoir des nouvelles opportunités. Donc, et tu sais, les gens parlent, donc tu vas avoir tu as toujours quelqu'un dans une famille qui va ouvrir, tu vois, il va ouvrir la porte. Et souvent, toutes les membres d'une même famille, des fois, qui peuvent aussi le faire parce qu'ils sont en demande de certains. Alors, il y a la partie vraiment entrepreneuriale, tu viens, tu montes ton business, ok. Mais il y a aussi la partie, on va dire, métier, type ingénieur, médecin, tous ces profils-là, ils en ont besoin, ils les veulent, ils leur font. Alors, ils font peut-être pas autant de ponts d'or que dans les années 2000. Tout à fait. Avec des salaires incroyables, mais quand même, ils font tout pour les faire venir. Donc c'est pour ça que tout ça fait que aujourd'hui, ouais, il y a un appel d'air qui est fait par les Émirats, là pour le coup en général, mais Dubaï surtout parce que ça reste le phare par rapport des Émirats. Mais on voit énormément de Français d'origine maghrébine, d'Afrique noire qui commencent vraiment à venir, à s'installer, et c'est là où c'est même le plus je ne vais pas dire plus choquant, mais vraiment là où vraiment les mentalités elles changent, c'est que pour certains, ils ne se voient plus revenir en France. C'est-à-dire que même si jamais les Émirats ou quoi, ça ne leur plaisait pas, ils essaieraient peut-être l'Arabie Saoudite, le Qatar, retour peut-être aussi au pays d'origine, etc. Mais tout à fait. Mais quand on dit qu'ils ne veulent plus revenir en France, en l'état actuel de la France. Alors, on n'est pas en train, encore une fois, comme je le dis souvent, de casser la France. On dit simplement c'est un état de fait. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. On n'est pas les seuls à le dire. Les médias le disent, tout le monde dit, les économistes, les sociologues le disent. Moi, je l'ai vraiment ressenti ce que tu es en train de dire, ce qu'on est en train de décrire dans mon activité de marchand. Tu sais que je t'en ai parlé au début, quand tu m'as introduit, et je t'en remercie encore. Je t'ai parlé du fait que j'étais marchand de biens en France. Donc, on achetait, on rénovait des biens immobiliers. Et on a démarré petit. J'avais un associé. On a démarré petit avec des petits studios. On est monté tout doucement en gamme et on est aussi monté en nombre de lots par an. Et ensuite, moi qui suis originaire de Toulouse, j'ai exercé cette activité à Toulouse. On va dire le top en tant que marchand à Toulouse, achat-revente sur du bien ancien pour le rénover entièrement, c'est d'acheter ce qu'on appelle un petit immeuble, une petite toulousaine, qui fait 2-3 niveaux. Le truc peut coûter entre 800 000 euros et 1 million, 1,5 million, 2 millions d'euros. Et on s'est rendu compte que ce type de marché-là, on n'y avait pas accès. Pas parce qu'on manquait de fonds, on n'y avait pas accès parce que c'était réservé à une espèce de bourgeoisie de marchands locaux. Et ça, à Dubaï, on le ressent beaucoup moins. On a moins cette notion de tel secteur d'activité est réservé à une caste, en quelque sorte. Non, comme tu l'as dit, alors peut-être pas tout, comme tu as dit, sky to the limit, tu vas peut-être pas du jour au lendemain construire un Burj Khalifa numéro 2 en tant que nouvel arrivant, mais quand même, tu as ce qu'on appelle un cadre de référence qui est beaucoup plus large, beaucoup plus élevé, et on
on te fait ressentir que tant que tu bosses, tant que tu as envie d'aider à développer le pays, il n'y a pas vraiment de limite qui t'est imposée. Tant au niveau de toi, tes opérations, qu'au niveau de ton imposition, au niveau des travaux, tu en as parlé tout à l'heure des travaux. Moi, ici à Dubaï, j'ai une activité de flip aussi. Donc, comme je te l'ai dit, en France marchand, je suis venu, j'ai exporté ici, parce que pourquoi? Depuis 2017-2018, j'analyse le marché ici à Dubaï, et je me rends compte de quoi? Je me rends compte qu'on a ce qu'on appelle des prime locations, que sont Marina, Business Bay, Downtown, majoritairement, qui sont les premières areas, et ce sont comme dans toute grande ville, ce sont pas des communautés, mais des sous-areas, des sous-villes, qui ont de moins en moins de foncier. Et donc, tu vas avoir des buildings qui ont peut-être 10, 15 ans, qui sont restés dans leur jus, donc les parties communes sont hyper bien conservées, bien nettoyées, bien maintenues, mais par contre, tu vas avoir des appartements qui sont encore dans leur jus d'il y a 10, 15 ans. Et c'est des appartements type studio, one bedroom, une chambre, qui vont se vendre à des prix, je trouve, très élevés, bas par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, comparativement à d'autres mégalopoles, mais assez élevés, donc avec un pouvoir d'achat qui est quand même important, donc c'est-à-dire qu'il faut que l'investisseur ait un pouvoir d'achat important. Mais quand tu compares la qualité de l'appartement, la qualité des peintures, la qualité de la cuisine, la qualité tu veux dire plus le potentiel gâché du fait que les appartements ne sont pas rénovés. Ils sont pas C'est-à-dire valorisés. il y a encore un gap où tu peux aller chercher un potentiel plus haut de l'appartement. Parce que clairement, on sait, bon, parce que on a fait plusieurs fois le tour de plusieurs appartements, notamment sur la Marina. On a identifié certaines tours, notamment pour le flip, et on sait qu'il y a certaines tours, comme tu as dit, les parties communes sont hyper propres, l'emplacement top, magnifique, tout à fait, top pour de la location courte durée. Et quand tu rentres dans l'appart, la porte, wow, ça a pris un sacré coup de vieux. Ça a pris un sacré coup de vieux, mais parce que c'est normal. L'appart, il a été construit il y a 10-15 ans, voire 20 ans des fois pour certaines tours. Et les goûts ont changé, les attentes ont changé, mais le potentiel, il est là. Et je dirais même plus, parce que là où c'est intéressant, le flip à Dubaï sur ces prime locations, c'est qu'au niveau des mètres carrés, on est sur des grandes surfaces en plus. Absolument. Donc pour toi, aujourd'hui, acheter un bien dans une prime location, c'est pas forcément quelque chose d'infaisable, c'est pas compliqué, c'est quoi? C'est parce qu'on n'en entend pas parler. Là, faut dire ce qui est. On n'entend que du off-plan à Dubaï. Mais tu penses que toi aujourd'hui, un investisseur, n'importe qui, quelqu'un de lambda, peut se lancer sur le marché de la rénovation à Dubaï? Déjà, comme je te l'ai dit, le off-plan, on commence à avoir entre le off-plan et ce qu'on appelle le ready property une espèce d'égalité, on va dire. C'est-à-dire, autrefois, effectivement, il y a peut-être 3-4 ans, le off-plan, c'était peut-être 70% du marché, 80% du marché. On se rend compte de plus en plus que le ready commence un petit peu à gagner du terrain. On est quasiment sur une équivalence 50-50, peut-être 60-40. Ce qu'on constate, c'est que quelqu'un qui veut acheter du off-plan à Downtown Business Bay ou Marina, les 3 RA que je t'ai cités, c'est hyper compliqué. Compte tenu du fait qu'il y a de moins en moins d'opérations, de projets, mais aussi parce que, effectivement, les prix augmentent énormément. Donc, quelqu'un qui se dit, moi, j'ai à investir, mais premièrement, je ne veux pas attendre 4 ans que le projet sorte, ou je veux un prix correct, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? On peut lui proposer tout simplement de partir sur des tours qu'on a ciblées, qu'on a déterminées, qu'on a choisies, parce qu'on considère que c'est des tours qualitatives pour plusieurs raisons, bien placées, propres, il y a une bonne maintenance, c'est très important à Dubaï, mais aussi parce qu'on considère qu'en termes de rentabilité en location courte durée, short terme, elles sont hyper qualitatives. Moi, en France, j'étais marchand de biens, mais aussi j'avais cette activité dont je t'ai parlé, à Partine Toulouse, une société de sous-location courte durée. Et donc ici à Dubaï, on a mis ça en place. C'est-à-dire qu'on a mis en place une solution qui consiste en quoi? On va chasser des biens immobiliers dans ces 3 areas pour le moment. On n'est pas interdit, opposé à aller plus loin plus tard. Business Bay, Downtown, Marina. On cible ces biens avec Renault. On fait les travaux selon des standards qualitatifs européens extrêmement rigoureux. On les meuble
également, avec une expérience client, avec une déco vraiment hyper intéressante qui va plaire. Et ensuite, on les met sur les plateformes de location courte durée, Airbnb, Booking. Et là, tu as un produit vraiment hyper intéressant qui allie la prime location, c'est-à-dire ton emplacement, belle localisation, la qualité des travaux, donc un bien qui est quasi neuf dans une tour d'exception, et troisièmement, un rendement que tu ne trouveras nulle part ailleurs, compte tenu de la rentabilité ici à Dubaï. Et ça, en plus, avec Flip Invest, la société qu'on est en train de mettre en place, la solution qu'on est en train de mettre en place, tu peux investir à partir de 5 000 € en fractionné. C'est-à-dire que cette solution-là, toi, demain, je dis une bêtise, tu as quelqu'un qui n'a pas malheureusement la possibilité d'investir à Dubaï sur un off-plan ou sur une opération Ready Property, il peut quand même investir à Dubaï sur du fractionné et avoir une part d'un appartement à Dubaï compte tenu de ces trois critères, ces trois avantages que je viens de te citer. Et en plus, et je terminerai par ça, Bilal, c'est que contrairement au marché français où tu as de l'immobilier fractionné, on connaît les BRICS, toutes ces sociétés-là, qui eux te donnent non pas une part de l'appartement, c'est-à-dire une forme d'indivision de l'appartement comme une part de société, une part sociale, eux tu as des phénomènes de royalties. À Dubaï, en immobilier fractionné, tu vas avoir une part de ton appartement. C'est-à-dire que si tu dis, moi je veux 10% de l'appartement, donc je mets 10% du prix de vente, tu auras 10% de l'appartement avec un équivalent de titre de propriété. Ça, je pense que tu le retrouves dans très très peu de pays. Donc en fait, pour résumer, parce que pour avoir vu moi le marché du off-plan en général, ce qui fait que c'est plus compliqué aujourd'hui, c'est deux points de vue. C'est que déjà le prix monte, sur l'off-plan ça a augmenté, mais en plus de ça, tu as la chute des taux parce que on était avant sur 1 euro, on avait 4 dirhams 50, 4 dirhams 40, allez jusqu'à 4 dirhams 20. Ces différences, quand on passe à 4, voire 3,90, quand on parle d'un certain coût, il y a certains biens, ça revient, on perd un grand pouvoir d'achat. Ouais. Donc, mine de rien, ça a éjecté beaucoup de personnes. C'est-à-dire des gens voyaient des appartements, tiens, investissez à Dubaï à partir de 90 000 €, 95 000 €. Et là, maintenant, on va être aux alentours des 150, 160. Donc, toutes ces personnes-là qui se sont intéressées, se sont dit, tiens, je vais investir à Dubaï. Moi aussi, je veux commencer à penser peut-être à ma retraite, à penser à ce que je vais léguer à mes enfants, etc. Toutes ces personnes-là, elles ont été éjectées du marché. Là, tu es en train de me dire, en gros, avec cette solution-là, je résume. En gros, on constitue en gros un SPV, ce qu'on appelle un SPV, c'est une société d'investissement. C'est un véhicule d'investissement qui, lui, va acheter un bien. Donc, du coup, dans ce véhicule d'investissement, c'est une société. Donc, chaque personne aura une part, comme tu as dit, par exemple, sur 10%, 15%, selon le montant qu'il va mettre. On achète le bien, tu le rénoves, tu le meubles, tu le mets en location courte durée pour augmenter la rentabilité. Absolument. Et quelques mois après, peut-être moins d'1 an après, tu le remets en vente sur le marché, mais cette fois-ci en tant que produit d'investissement. Parce que c'est la différence, c'est-à-dire quand tu vas mettre en vente un bien, même vacant ou même loué, bon, bah voilà, il va rapporter tant, l'acheteur va faire son calcul, il va avoir sa renta. Alors que là, le bien, il génère du cash. C'est un véhicule d'investissement déjà. Tout à fait. Et là, tu le revends, et à ce moment-là, l'investisseur, soit il reprend ce qu'il avait investi, soit il remet encore avec la plus-value qu'il a encaissée, il remet sur un autre projet, et ainsi de suite. Il voit son capital commencer à augmenter. Et ça te fait du rendement composé, un petit peu équivalent à ce qu'on peut retrouver dans le phénomène boursier, sauf que le phénomène boursier en bourse, c'est hyper intéressant, mais ça reste du non. Voilà, il faut diversifier tes investissements. Là, comme tu l'as dit, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vas avoir effectivement, tu achètes du Dubaï, donc tu achètes un marché en devenir avec une currency, une monnaie qui ne bougera pas, et en plus, tu as un investissement qui va durer maximum 1 an. C'est-à-dire que tu ne mobilises pas tes fonds pour une période importante. Effectivement, tout à l'heure, on a parlé de off-plan. Le off-plan, c'est hyper intéressant. Mais il faut que tu aies une visibilité. C'est-à-dire il faut que tu saches que
tu vas t'engager, donc tu vas donner un dépôt, on en a parlé, c'est peut-être 10% du prix du bien, mais il faut que tu saches que l'opération va durer 3 ans. Donc pendant 3 ans, il faut que tu respectes ce plan de paiement. Ouais, Et si tu ne le respectes pas, tu peux sortir et tout, mais c'est quand même compliqué parce que tu vas ressortir et tu n'auras peut-être pas, ou à de rares cas, fait un bénéfice. Et c'est quand même frustrant. Et je trouve que c'est bien, à côté de ça, pour un certain nombre de personnes, tu en as parlé, parce que le ticket d'entrée maintenant à Dubaï a augmenté, parce que les prix ont augmenté, même si le potentiel de revente et de plus-value est important, le ticket d'entrée augmente, donc ça exclut certains investisseurs. Nous, en quelque sorte, on leur propose une solution pour continuer à acheter du Dubaï et pour continuer aussi à investir et à gagner de l'argent sur un laps de temps que je trouve est hyper court, parce qu'effectivement, le temps d'acheter le bien, de le rénover, de le meubler, ça nous prend environ 6 mois. Ensuite, effectivement, on peut le mettre tout de suite à la vente, si quelqu'un est prêt à acheter le prix qu'on a décidé. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va l'exploiter 3, 4, 5, 6 mois. Il va rester à la vente et il va se vendre au bout de 3, 4, 5, 6 mois au prix qu'on aura décidé. Mais ce laps de temps où il sera en exploitation courte durée, je rappelle que l'exploitation courte durée, c'est un des modes d'exploitation les plus rentables. Ça va rentrer la rentabilité dans ton opération de flip. Et je trouve que pour l'investisseur, c'est vraiment un superbe investissement et c'est vraiment un super produit d'investissement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi aujourd'hui, c'est la meilleure solution quand tu ne peux plus investir dans l'immobilier à Dubaï en off-plan. Le flip, c'est ce qui t'a de mieux à faire. Donc, si je te comprends bien, aujourd'hui, pour toi, le flip à Dubaï, c'est ce qu'il y a de plus intéressant à faire quand tu n'as plus la possibilité d'investir dans le off-plan. Ça te permet de mettre un pied dans l'immobilier à Dubaï, de commencer à investir pour un jour constituer un capital qui sera suffisamment important pour pouvoir avoir ton propre appartement. C'est une étape qui avant n'existait pas et qui te permet justement quand avant tu disais peut-être c'était impossible d'avoir mon propre appartement à Dubaï, aujourd'hui ça le devient. C'est sûr qu'il y aura un horizon de temps qui sera différent, mais en étant discipliné et en faisant confiance à Flip Invest, à ce moment-là, tu vas avoir ton capital qui grossit, et ça va permettre justement d'avoir son propre appartement. Alors c'est bien de faire confiance à Flip Invest, mais tu fais surtout confiance au marché immobilier à Dubaï, tu fais confiance à la prime location, tu fais confiance à ce que je viens de te citer. C'est-à-dire que même si, par exemple, tu te dis, OK, Flip Invest, vous êtes récent, vous êtes nouveau, mais nous quand même, on sécurise de manière très importante nos opérations. Comme je te l'ai dit, on ne va que sur des prime locations, on ne va que sur du marina, business bay, downtown. Moi, je suis un spécialiste de la location courte durée en France. J'ai exporté cette expertise à Dubaï et je sais que ces 3 areas, en termes de location courte durée, elles marchent hyper bien. C'est un taux d'occupation moyen annuel qui frôle les 85%. Il y en a qui vont dire mais non, ça là, Dubaï. RDNA, tout de suite. RDNA et d'autres indicateurs. Il y en a qui vont dire non mais ça là, Dubaï, en été, c'est mort. Je suis désolé, c'est pas mort Dubaï. On se rend compte qu'il y a une nouvelle catégorie de population touristique qui ne peut pas se payer Dubaï en hiver. Donc l'hiver à Dubaï, tu m'arrêtes si je me trompe, ça part grosso modo de novembre jusqu'à peut-être février-mars. Les prix, tu le vois sur les hôtels, du 1er octobre voilà. au 30 avril, c'est considéré comme la période, la haute saison à Dubaï. Et tout de suite, sur ces périodes-là, dès que tu dépasses, tu arrives au 1er mai, les prix, ils augmentent des hôtels, c'est de la, enfin, ils descendent un peu, mais ça reste quand même très cher. Et donc, merci de confirmer ce que j'étais en train de dire. Et donc, hors haute saison, en basse saison, tu as énormément de personnes qui viennent parce que Dubaï n'est pas accessible en haute saison et ils viennent en basse saison et tu peux continuer à louer à basse saison. Premier élément. Deuxième élément, pourquoi? Parce que Dubaï, on sait qu'il fait chaud en basse saison, mais tu as à Dubaï, tout est fait pour pouvoir t'accueillir, notamment par des phénomènes de malls. Donc les malls, tu sais, ce n'est pas que des centres commerciaux, les malls. C'est une espèce de ville fermée avec des activités aquatiques, des activités culturelles, des activités cinéma et autres. Et pour les enfants. Et donc, tu as un troisième phénomène à Dubaï très important pour montrer qu'on va continuer à avoir des taux d'occupation, non pas importants, mais en augmentation sur la basse saison. C'est une volonté de l'Émirat de faire baisser cette température pendant la période estivale. Tu vas me dire comment c'est possible.
ils ont une méthode qu'ils ont commencé à mettre en place déjà depuis plusieurs mois d'ensemencement des nuages. Donc, tu as un drone qui va donner des décharges électriques. Je ne suis pas scientifique, donc je ne connais pas le truc exact, mais qui provoque des pluies. Je rappelle par ailleurs que les récentes inondations n'ont pas été provoquées par cette méthode-là, mais c'est du naturel. Et donc, cette méthode d'ensemencement des nuages fait baisser la température. Donc, on va avoir de plus en plus de touristes en été venir à Dubaï. Donc, en location de courte durée, vous allez avoir un 110% de taux d'occupation en haute saison et des taux d'occupation qui vont continuer à augmenter en basse saison. Donc, je trouve que ça, c'est hyper intéressant. Il y a encore un dernier point. Tu parles de température. Faut se rendre compte qu'en France, on est sur des étés caniculaires. Ouais. Et on a des épisodes de canicule qui durent, c'est pas 5 jours, une semaine, qui durent de plus en 2 plus. semaines, 3 semaines, presque un mois pour certaines villes. Tu vas prendre des cuvettes comme Lyon ou comme Grenoble où c'est suffocant, tu peux pas rester. Tout à fait. Où tu vas avoir du 40 degrés, 38, on a eu 38, peut-être même des 40 l'année dernière. Et il y a pour certaines personnes, et je pense que c'était là le déclic, c'est qu'en France on n'est pas équipé pour ce genre de chaleur. Absolument. Donc tu te dis, il fait 40, là-bas il fait aussi, peut-être il fait 45 ou presque 50, mais là-bas ils sont équipés pour la chaleur. Et au final, quand tu y vas, tu te dis à Dubaï, ok, j'ai eu chaud, mais j'aurais eu chaud en France pareil, et je ne me serais pas rafraîchi autant que. Donc il y a toute cette mentalité-là, mais bien sûr, il y a le phénomène prix qui compte aussi. Donc tu vas avoir, et ça je le crois aussi, tu vas avoir un phénomène d'augmentation justement de visiteurs pendant les basses saisons qui fait que ta rentabilité, elle sera. Bon, forcément, il faudra la lisser sur l'année, même si on sait que le gras, comme on dit, tu le fais en haute saison et qu'il faut lisser tout ça sur une année, mais quand même, les périodes de creux qu'on avait sur la basse saison, les rendements vont quand même augmenter. Ouais. Donc là, tu vas avoir tout un effet sur toute une année où quand tu refais les comptes, tu te rends compte que ton taux d'occupation, comme tu as dit, il va être même sur ces prime locations, il va être de 80-85%, et ça va te permettre justement de gagner de l'argent. C'est pour ça que c'est vraiment le flip aujourd'hui, investir pour rénover, mettre en location courte durée. Pour moi, c'est vraiment une solution de rendement l'une des plus pertinentes et l'une des plus fortes que tu peux avoir dans l'immobilier à Dubaï. En plus, là, au moment où on tourne cette vidéo, nous sommes en mai à Dubaï. Donc, les températures ont déjà commencé un petit peu à augmenter. Et on voit quand même des voyageurs venir dans les appartements en courte durée, malgré la hausse des températures. Peut-être que toi aussi, puisque en ce moment, je crois que tu séjournes à l'hôtel. Est-ce que l'hôtel où tu es, ça va? Eh ben, effectivement, je peux te dire que là, aujourd'hui, en ce moment, je suis à l'hôtel et je peux te dire que l'hôtel, ça n'empêche pas d'être full malgré la chaleur. Bon, ce qui est un peu embêtant, c'est que tu vas avoir certains parcs, ou comme par exemple Global Village, qui maintenant sont fermés parce qu'il fait trop chaud. D'ailleurs, aujourd'hui, malheureusement, on s'est caché ici. On aurait aimé le faire à l'extérieur, mais c'était un petit peu chaud. Et d'ailleurs, on va profiter maintenant pour pouvoir rentrer. Donc là, malheureusement, j'espère qu'on pourra se faire d'autres podcasts. Franchement, j'étais très, très, très content de te recevoir. C'est avec toi qu'on inaugure cette série de podcasts. Encore une fois, pour toutes les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier fractionné à Dubaï, Flip Invest avec Salah, n'hésitez pas. Et à partir de 5 000 €, encore une fois, c'est le montant minimum. Donc, n'hésitez pas. Et puis, pour ceux qui veulent investir pour avoir leur propre bien et qui peuvent passer à l'action, n'hésitez pas. Cadre Invest sera là pour vous. On vous accompagnera. Vous pourrez bénéficier de notre expertise. Et voilà. Donc, on a toute une sorte plein de solutions, justement, comme je disais, pour tous les investisseurs. Salah, je te remercie. Merci à toi. Merci pour cette invitation. J'espère à très bientôt. Eh bien, Inch'Allah.